Bonjour chers élèves de troisième, donc là je fais une dernière vidéo donc pour l'année en fait, je sais pas si vous aurez le temps de l'avoir avec le brevet, hein, c'est juste par acquis de conscience pour les plus sérieux d'entre vous. Donc en fait ça portera sur la France et l'Union Européenne. Donc on va le traiter assez rapidement, il y a des choses qu'on a déjà vues donc c'est pas forcément la peine d'insister trop. Donc effectivement l'idée de ce chapitre, de ce thème, c'est de voir qu'on est dans une situation où on peut se sentir normand évidemment pour nous, on peut se sentir également français et de plus en plus européen, ou rejeter par exemple, finalement, par exemple l'appartenance européenne, vu qu'elle est plus compliquée. Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans un premier temps, on va traiter l'Union européenne, donc un nouveau territoire de référence et d'appartenance. Donc bon, les États de l'Union européenne, vous les connaissez, hein, c'est les 27 membres. Globalement, ce traitement-là, ça se fait en trois phases. D'abord, cette Union européenne, c'est une réalité politique et économique. À savoir qu'effectivement, faut pas oublier un truc, c'est que l'Union européenne, elle fonctionne déjà comme un État. Elle fonctionne comme un État avec ses propres institutions et des propres institutions démocratiques. On a un Parlement à Strasbourg, donc qui représente le pouvoir législatif, où vous avez des députés élus aux élections européennes qui représentent tous les pays, et au lieu de s'associer par pays dans l'Assemblée, ils s'associent par couleur politique, ce qui veut dire que les députés donc écologistes français vont se retrouver à côté des députés écologistes allemands, tout comme leurs collègues d'extrême droite vont se retrouver avec les collègues d'extrême droite d'autres pays. On a aussi une commission et un conseil européen à Bruxelles, c'est le pouvoir exécutif. La commission va rassembler différents responsables nommés par le gouvernement, qui font, on va dire, la tendance tout le temps. Et le conseil européen, c'est le conseil qui rassemble tous les chefs d'État, donc le président français, le premier ministre allemand, le premier ministre hollandais, le premier ministre espagnol, etc., etc. Et enfin, au niveau judiciaire, on a aussi une cour de justice, donc qui est au Luxembourg, plus un certain nombre de services comme la Banque centrale qui est à Francfort, qui va gérer effectivement tout l'aspect financier. Et comme un État, l'Union européenne elle peut financer ses projets via la FEDER. Donc la FEDER, c'est la fédération, donc le Fonds européen de développement régional, qui va aider certains projets dans certaines régions de l'Europe. Et le FSE, qui évidemment n'est pas le foyer social éducatif, hein, mais le Fonds social européen. Donc tous ces organismes, ils vont financer un certain nombre de projets relativement importants. Ils sont financés d'ailleurs avec une partie des contributions que chaque État donne à l'Europe, quoi. Donc parfois certains sentiments d'inégalité, puisque certains pays ont l'impression finalement de plus payer que d'autres, puisque étant plus riches, ils contribuent plus qu'ils ne reçoivent. En fait, c'est un peu le même genre de règlement qu'en France, où finalement ceux qui payent le plus d'impôts sont ceux évidemment qui contribuent le plus à la protection des plus fragiles. C'est aussi l'Europe une réalité économique et sociale. Nous, on s'en rend un peu moins compte, peut-être un peu avec l'Angleterre, avec les ferries, mais globalement, c'est vrai qu'on reste une région maritime et donc un peu plus isolée de ce point de vue-là. Par contre, pour beaucoup de régions frontalières, l'Europe, c'est vraiment une réalité, hein. Là, je vous ai mis une photo des ponts qui relient Strasbourg et Kiel, donc en Allemagne. Pour les gens de Strasbourg, il y en a énormément qui vont travailler en Allemagne et réciproquement. C'est pareil pour l'Espagne, finalement, avec la frontière entre la France et la Catalogne, où vous allez avoir énormément de Français qui vont aller travailler en Espagne et réciproquement. On a aussi différents grands projets qui se mettent en place, hein, notamment par exemple le projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui est censé relier la grande ville du nord de l'Italie à donc la seconde ville française, qui est un projet en cours, qui est pas un peu contesté, hein, notamment parce qu'il nécessite énormément de travaux, il coûte très cher et donc il va passer dans des espaces naturels, mais il y a vraiment des projets qui se font. Et même dans la vie quotidienne, pour tout Européen, l'espace Schengen, ça permet de ne pas tenir compte des frontières des États. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de passeport pour aller dans n'importe quel pays de l'Union Européenne, quoi. Il y a juste besoin de la carte d'identité, et encore, elle est quasiment jamais demandée. Et en fait, un truc qui pourra peut-être vous concerner dans quelques années, c'est le programme Erasmus. C'est qu'avec le programme Erasmus, qui est basé sur le nom d'Erasme, hein, le célèbre penseur européen de la Renaissance qui avait parcouru une partie de l'Europe et surtout correspondu avec tous les traits de son temps, quel que soit le pays. En fait, l'idée du programme Erasmus, c'est de faire un an ou 2 ans d'études à l'étranger. Donc ça concernera peut-être certains d'entre vous dans les années à venir.
Et effectivement, c'est un problème qui existe depuis 30 ans. On estime par exemple qu'il y a 1 million d'enfants qui seraient nés donc, dans des couples s'étant rencontrés dans ce cadre, hein, finalement, avec des parents, avec genre, par exemple un étudiant français qui serait allé donc en Allemagne et qui aurait rencontré donc une Allemande avec qui il serait mis en couple et avec qui il aurait eu des enfants. Effectivement, on estime qu'il y a 1 million d'enfants qui sont nés dans ce cadre-là. Donc, ce qui montre bien que là, pour le coup, c'est des purs enfants européens, hein, puisque là, on peut difficilement faire mieux puisqu'on a des parents qui sont issus de 2 pays différents. Ça, c'est pour tout côté positif. Alors, pour le côté négatif, c'est aussi un peu un espace où il y a des difficultés et des inégalités. Et là, la carte que vous avez, ça vous représente en fait la richesse donc moyenne de l'Union européenne. Globalement, on a fait la moyenne. La moyenne, vous voyez, c'est un indice 100. Et tous les pays, toutes les régions que vous avez en rouge ou en orange, c'est celles qui sont plus riches que la moyenne. Celles que vous avez en jaune, en vert et en bleu, c'est les moins riches. Et on voit qu'il y a énormément de disparités. C'est qu'effectivement, les inégalités territoriales, on en a déjà à l'échelle des pays, hein. L'Île-de-France, d'ailleurs, vous le voyez, est beaucoup plus riche que le reste du territoire français. Mais effectivement, elles sont plus nombreuses encore à l'échelle européenne, forcément. On a des pays d'Europe de l'Est, par exemple, qui sont nettement plus pauvres que ceux d'Europe de l'Ouest. L'Union, elle a beaucoup investi dans ces régions en difficulté afin qu'elles se développent avec succès. Pour vous donner une idée, l'Irlande, notamment, c'était un pays qui était très très pauvre avant. C'est pareil pour l'Espagne, et globalement, c'est des régions qui se sont pas mal enrichies, finalement, avec le temps, hein, par rapport à ce qu'elles étaient au début. C'est largement grâce à l'Europe, hein. Alors l'autre problème finalement qu'a l'Europe, hein, c'est que souvent elle est rejetée, soit victime d'indifférence. On voit qu'il y a un taux d'abstention aux élections législatives européennes extrêmement importante, qui montre qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se désintéressent totalement de la question, alors que dans bien des cas, finalement l'Europe elle est parfois plus importante dans le quotidien même que l'élection municipale, hein. Donc effectivement, ça fait partie des critiques qu'on peut avoir, hein, effectivement, contre une Europe dans laquelle personne se sent finalement, finalement dans la bonne case. Ça va effectivement se sentir beaucoup plus français que se sentir européen, notamment avec la barrière de la langue. C'est vrai qu'en France, c'est particulièrement sensible. Enfin, dernier aspect, la France et l'Europe dans le monde. Là, je vous ai mis une photo de donc touristes japonais au Mont-Saint-Michel, hein. C'est vrai que on l'avait dit, hein, la France ça reste la première ou la deuxième destination touristique mondiale, hein. Ça a une certaine importance, c'est quand même une source considérable de revenus, et c'est vrai pour toute l'Europe. Quand on regarde l'Europe, c'est 4, 5, 6 des 10 destinations touristiques préférées du monde. Alors c'est pas que ça. La France, on pourrait dire que c'est une puissance mondiale moyenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui regrettent le temps où c'est pour dire que c'est une grande puissance, mais globalement, c'est quelque chose qui a disparu, en fait, depuis très longtemps, en fait, hein. Depuis, au mieux la Seconde Guerre mondiale, hein, voire même avant, quand Napoléon a perdu, hein, la guerre contre l'Angleterre. Et effectivement, on a un pays qui reste quand même une puissance non négligeable. Ça reste la 7e puissance économique mondiale, à égalité avec l'Inde, pèse quand même plus d'1 milliard d'habitants, alors que bon, nous on dit que 500 millions. On est aussi membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a que 4 pays qui sont comme ça. Et on a l'arme nucléaire, il y a peut-être 10 pays dans le monde qui l'ont officiellement ou officieusement. On a une armée qui intervient pas mal. On a une puissance économique qui repose avant tout sur des secteurs agricoles et agroalimentaires ou des services avec de grands groupes, Carrefour, Danone ou Total, qui sont effectivement extrêmement puissants, hein. Ça reste des entreprises qui comptent dans le monde entier, hein. L'autre facteur d'influence, c'est la francophonie. On a quand même 300 millions de personnes qui parlent français, ce qui fait du français l'une des 5 langues les plus parlées au monde, avec le mandarin, la langue chinoise, l'anglais, évidemment, hein, il n'y a pas à dire, et l'espagnol, hein. Globalement, le français, c'est plus de locuteurs que le portugais, et pourtant il y a le Brésil. Donc, évidemment, la plupart de ces locuteurs sont en Afrique, et on sait déjà que ce nombre, il va faire qu'augmenter, puisque la démographie en Afrique étant forte, on va se retrouver avec de plus en plus de gens qui parlent français, et qui ont un rapport un peu spécifique avec la France, hein, qui reste un pays qui peut être aimé parce que il a beaucoup influencé la culture, qu'on a toujours des gens qui y sont installés avec l'immigration, qui peut parfois être aussi un petit peu rejeté à cause de l'influence post-coloniale qu'il peut avoir. Mais on a un lien très particulier avec la France, ne serait-ce qu'à cause de la langue.
L'Union européenne, elle aussi, elle n'est pas à sous-estimer, hein. L'Europe, je vous ai mis l'Europe sur le toit du monde parce qu'effectivement, selon ce qu'on place comme critère, l'Union européenne, c'est la première ou seconde puissance économique mondiale, hein. Faut pas l'oublier, hein, c'est que si on rassemble tous les membres, l'Europe, c'est quelque chose d'ultra important. Vous avez eu certaines réussites éclatantes de l'Union européenne, comme l'euro qui est devenu la seconde monnaie derrière le dollar, donc celle avec laquelle il y a le plus d'échanges qui sont faits, ou Airbus qui est le premier constructeur aérien mondial, hein, qui est une entreprise largement pilotée par l'Europe, en particulier par la France et l'Allemagne. Donc l'Europe, elle est loin d'être négligeable là-dessus, hein. Effectivement, il y a des critères de puissance qui sont relativement important. On est effectivement parmi les premiers exportateurs de marchandises et les premiers importateurs également. Et comme tout n'est pas rose, on va terminer un petit peu par les fragilités. Là, je vous ai mis une caricature, comme vous le voyez, qui est assez récente, hein, puisqu'elle date de cette année, hein, avec l'invasion de l'Ukraine. C'est qu'effectivement, ce qu'on voit assez vite, c'est que la principale fragilité de l'Europe, c'est une absence d'unité, et en particulier sur le terrain politique, sur le terrain de la défense. La situation actuelle avec la Russie peut modifier ça. On voit qu'effectivement, pour la première fois, l'Europe se dit qu'elle devrait quand même se débrouiller toute seule, sans dépendre exclusivement des États-Unis. Ça, c'est quand même la principale difficulté, c'est que ça reste, finalement, souvent beaucoup d'États font les choses de leur coin plutôt d'être solidaires. C'est aussi également un continent vieillissant. C'est vrai que ça va être un vrai problème. On va avoir des frais de santé, des frais de retraite qui vont sans doute globalement augmenter. Pour la France spécifiquement, de ce point de vue-là, la France elle reste relativement démographiquement dynamique, hein. On a plus d'enfants que dans d'autres pays. On a un vieillissement, c'est sûr, mais il est moins accentué, moins fort que dans d'autres pays, notamment grâce à la politique d'allocation familiale, qui permet notamment à beaucoup de femmes donc de travailler avec quand même plusieurs naissances, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la France, elle a payé un prix assez élevé à la mondialisation. Plus que d'autres, on a fait un choix en France qui était donc de privilégier une économie qui était basée donc plutôt sur les services et l'agriculture que l'industrie. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a plus d'emplois industriels qui ont été délocalisés que dans d'autres pays. Je pense en particulier à l'Allemagne, ce qui explique les difficultés de la France sur ce terrain-là. C'est vrai qu'effectivement, la France a un vrai problème d'avoir une industrie qui est moins compétitive que certains autres pays comparables, quoi. Et effectivement, ça, c'est un vrai problème. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui le feront. Et je vous souhaite une bonne réussite au brevet et de bonnes vacances derrière. Au revoir.